Le Goéland Masqué accueille donc cette année son 7e salon du roman policier avec comme invité d'honneur Jean-Hugues Oppel. Alors Jean-Hugues Oppel donc est déjà un écrivain qui a une œuvre importante, hein. Il a une quinzaine de romans à son actif dans de nombreux genres, hein, policiers, œuvre également donc pour les adultes, les adolescents et également dans le domaine en fait du cinéma. Alors peut-être le plus simple est de lui demander donc pour lui ce qu'est le polar en tant que genre. Bien, donc on commence par un devoir sur table de philo, 4 heures, n'est-ce pas? Voilà. On va essayer de faire court. Qu'est-ce que c'est que le polar? Le polar c'est plein de choses, c'est plus facile de dire ce que n'est pas le polar, comme ça va plus vite. Mais pour faire simple et court, le polar, il y en a qui disent que c'est la littérature de la marge, c'est la littérature du dysfonctionnement, c'est la littérature du désordre, c'est la littérature du crime, pas forcément du crime de sang, mais de la bascule du mauvais côté de la force. Alors ça peut prendre la forme de l'enquête policière et du mystère, ça peut prendre la forme du suspense ou thriller, on sait beaucoup de choses, mais comment tout cela va-t-il se terminer? Et puis ça prend ça occupe le terrain le plus vaste, qui est celui qu'on appelle le roman noir, qui est un peu mon préféré aussi. Le roman noir va explorer l'obscurité, va mettre les mains dans le noir, voir ce qui s'y passe. Et je dis que c'est le plus vaste parce que c'est à peu près les 3/4 de la littérature polar s'occupe de ça. Mais on va accueillir dans la famille le Dostoïevski de Crime et Châtiment, on va accueillir le Comte de Monte Cristo avec nous, qui est un vrai polar, et on va accueillir plein de livres qui, sous une couverture qui ont l'air comme ça anodine, en fait, révèlent un polar. Le polar, par contre, c'est vrai, de moins en moins, enfin je dis de moins en moins, c'est beaucoup éloigné du récit, comment dire, policier pur, du truc d'enquête. Il y en a encore, moi ça ne me dérange pas, mais c'est vrai qu'il a plutôt occupé cette espèce de centre obscur, et commence même aussi à avoir des transgenres, parce qu'on commence à voir arriver nos petits camarades de la science-fiction, qui commencent à flirter avec les deux genres, à rabattre un petit peu les années-lumière, et à venir chasser sur nos terres. Donc je peux dire que c'est vraiment très large. Alors polar, thriller, quelle est la différence entre les deux? Polar, thriller, l'un est contenu dans l'autre. On va dire le thriller, le suspense est un genre à part, puisque il va plutôt s'occuper, comme son nom l'indique en anglais, to thrill, c'est faire peur, secouer, agiter. Et donc généralement, c'est l'histoire du loup, et on la connaît. C'est pour ça qu'on a peur. Le thriller, c'est l'opposé du roman policier. Parce que dans le roman policier, c'est mon Dieu, est-ce qu'on va résoudre l'énigme? Généralement oui. Mais dans le thriller, on sait que Arthur va se faire massacrer, mais on ne sait pas quand. Et on a peut-être une chance qu'il s'en sorte. Généralement, il s'en sort. Mais on a peur quand même. Et alors maintenant, on approche même un genre où tu deviens vraiment un maître, je dirais, c'est le thriller politique. Et dans tes dernières œuvres, donc, tu es tout à fait engagé dans ce genre de thriller, le thriller politique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? On peut montrer. On peut montrer déjà. C'est excellent ouvrage. Rien insère après. Thriller politique qu'on appelle politique fiction. Alors oui, c'est un genre pas franchement nouveau, parce qu'on l'a déjà utilisé, mais qui prend... les anglo-saxons s'en servent beaucoup plus que nous, parce qu'ils ont effectivement un paysage, je dirais, de liberté d'expression un peu plus souple. Ils peuvent dire des choses sans se faire taper sur les doigts que nous, on ne peut pas dire. Et c'est peut-être aussi une question de culture, le côté de regarder là où ça fait mal, de dénoncer les élites. C'est un peu de là où est venu vraiment le roman noir des grands classiques, à donner les grands films avec les Bogart et consorts, où on va avoir des juges pourris, des hommes politiques véreux, des flics achetés. Chez nous en France, c'est un peu plus compliqué, mais ça revient. Moi j'aime bien parce que justement, ça a les apparences d'un roman criminel, ça a les apparences d'une enquête, et en fait c'est un bon prétexte, j'allais dire, pour étudier un moment social, un moment politique. On s'est vu, tu couperas si ça date trop, mais hier on a vu Mamas sur la ville, il n'y a pas de mort, enfin il n'y a pas de mort violente, sauf qu'on se fait aplatir dans les taudis. Il n'y a pas d'enquête, mais par contre il y a un grand moment d'histoire politique, d'un conseil municipal, comment dire, une espèce de bataille à couteau tiré pour un changement de majorité, qui en fait veut dire changement de... qui va s'en mettre plein les fouilles. Voilà. Et donc, nous sommes aujourd'hui lundi, en fin de matinée, c'est le dernier jour du salon. Est-ce que le public, en fait, a été intéressé par ce thriller politique, celui que tu as rencontré, ou bien est-ce qu'il a été davantage intéressé par tes premières œuvres,
qui était... Non, il fait des... Ah pardon. Oui, vas-y, je t'en prie, vas-y. Au niveau du public, en fait, vers quelle œuvre s'est-il porté? Est-ce qu'il a justement préféré ces dernières ou est-ce qu'il est allé davantage vers les premières, qui sont quand même différentes au niveau de la thématique, qui sont peut-être plus classiques que celles que l'on a aujourd'hui? Il y a les deux. Il y a les deux? Il y a les deux, il y a le... Enfin, il y a même... J'ai trois sortes de lecteurs. Ceux qui ne jurent que par les premiers, qui après sont très malheureux. Ceux qui ne jurent que par les derniers, et qui n'aiment pas les premiers. Et puis ceux que je préfère, c'est ceux qui suivent l'auteur. Et qui aiment bien le côté qui change tout le temps. Donc c'est très difficile de, de caser. J'ai noté une petite lassitude sur le thriller politique, les élections, machin, mais je crois que c'est par une déception des lecteurs qui à mon avis sera encore plus déçu d'ici un mois, mais bon. Donc celle-là, j'ai senti un certain énervement, alors qu'avant les élections, j'avais par contre une certaine dynamique de gens, ouais. Ah ouais. Là, je sens un petit côté, une petite baisse de morale, on va dire. Ils ont peut-être pas envie de lire d'autres choses, quoique. Il faut attendre, c'est peut-être un peu tôt pour dire. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de scission, parce que je crois que c'est les gens, certains lecteurs n'aiment pas être bousculés. Quand je dis n'aime pas être bousculé, c'est pas péjoratif, mais il y a, quand on fait vraiment le thriller politique, eh bien, on explore une nouvelle zone où le lecteur est forcément partie prenante. Le lecteur est un électeur, le lecteur est un citoyen. C'est plus facile de rester extérieur, j'allais dire une enquête criminelle, on va dire classique, qui normalement ne vous concerne pas forcément. Sur du pur jeu de Cluedo, genre Agatha Christie, là il n'y a pas à se mouiller, donc on peut se dire, comment dire, net. Une traque de salaire killer, de tueurs en série monstrueux, pareil, on est un peu extérieur, même chez nous. On commence à dire, je vais vous parler de nos élites, je vais vous parler de notre président, je vais vous parler de nos ministres. Là, même si on ne les a pas élus, on les a quand même, c'est eux qui nous gouvernent, on a forcément un regard dessus. Et c'était intéressant de voir hier certaines réactions justement au cinéma, tout à fait. de gens que ce genre gonfle, ce qui est parfaitement ce que je comprends tout à fait, de gens qui ont par contre adoré mon but du petit lait. Et puis il y en a certains, on sent que ça les met mal à l'aise parce qu'il faut prendre position. Pour ou contre. Il y en a un ou deux qui prendront position contre, comme certains personnages du film pour dire c'est un scandale, tout ça c'est de la médisance, nous avons les mains propres, nous avons les mains propres. Et puis il y en a d'autres, on sent que ça les renvoie à quelque chose. Mais si la vision d'un film comme ça, donc toujours ma base sur la ville, ou la vision d'un de mes polars à moi, mais pas seulement d'un des miens, des petits camarades qui œuvrent dans le même esprit, si cette lecture, cette vision amène à poser des questions, même à l'aise, mais pas dans le sens on va vous culpabiliser, mais fait réfléchir, fait se dire c'est vrai, on les élit, après on n'y pense plus, ou ah tiens, j'ai un peu oublié ça, on n'a pas complètement œuvré à mon avis. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la qualité réelle de tous les auteurs français qui écrivent dans le domaine du polar fait que l'influence américaine n'est plus qu'un souvenir, ou bien est-ce qu'aujourd'hui elle est encore prégnante dans les thématiques, dans les histoires? Qu'est-ce que tu en penses au niveau en fait des relations entre justement cette école américaine qui est tellement présente, ou est-ce que tu penses que des gens comme Manchette ont réussi à faire en sorte qu'il y ait une vraie littérature française autonome dans ce genre? Je ne suis pas spécialiste, je ne lis pas tout, je ne vois pas tout. Sur l'expérience que j'ai, il y a toujours, comment dire, le côté, une vue exotique. Il y a toujours le côté c'est mieux ailleurs. Alors, ça a un côté positif, c'est que la France, on traduit le monde entier. Dans tous les genres. Je crois qu'il n'y a que dans une librairie française qu'on peut lire de la poésie, du roman, des essais, de l'autobiographie, du polar, de la science-fiction, du fantastique, d'à peu près le monde entier. La réciproque n'est pas complètement vraie. Mais les Français sont relativement, je dis bien relativement, je ne suis pas spécial, peu traduits à l'étranger, et certaines zones de littérature, pareil. Les films, c'est pareil. Là, c'est un peu centralisé, mais pendant longtemps, à Paris, on pouvait voir en version originale des films de la terre entière. Aller aux États-Unis voir un film français, à part les quartiers, j'ai dit intellectuels de New York ou de la côte ouest, au fin fond du Montana, ça va être difficile. Alors qu'on peut voir un film, s'il y a un ciné-club un peu bouillonnant, au fin fond de la Bretagne ou au fin fond des Cévennes, on peut voir des films. À Pamar, par exemple. À Pamar, on peut voir du film en VO. Voilà, lors des salons du Bel Masqué. Voilà, par exemple. Donc, il y a ce côté exotique, et pendant très longtemps, il y a eu une prédominance du modèle anglo-saxon et américain, parce que bon, c'est vrai que c'était eux les fondateurs,
mais en même temps, ils écrivaient des histoires que les Français n'écrivaient pas. Quand Manchette a commencé, et pas le seul, mais ils ont initié ça, ça a fait bouger les choses, mais même maintenant, il y a toujours cette espèce de côté, c'est écrit comme les Américains, c'est fait à l'américaine. Je dis non, c'est fait comme c'est un genre. Et le thriller, ça se fait comme ça. Il se trouve que c'est les Américains qui le font. Ah ouais. C'est comme le cinéma, mais c'est... Donc ça a duré assez longtemps. Et actuellement, il y a une espèce toujours... le côté positif, c'est que c'est plutôt, comme on a un peu épuisé le côté américain, alors c'est cyclique. Pendant 2 ou 3 ans, ça va être toujours exotique. En ce moment, c'est les Anglais. Là, il y a un retour, c'est le polar anglais, il y a plein de bons auteurs. Il y a 2-3 ans, c'était les polars scandinaves. On découvrait plein de gens, etc. Avant eux, c'était le polar latino. C'était la mode du polar latino, on ne jurait que pas le polar latino. Il y a une bonne dizaine d'années, on a eu une année polar fille. C'était les auteurs qui étaient à l'honneur, etc. Mais alors là, c'était pour tout le monde. Donc les prochains... C'est un peu à l'image de notre société, finalement, non? De passer comme ça d'une catégorie à l'autre pour mieux dire. Ça rassure un petit peu. Si j'étais, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais il y a une espèce de peur, ou de la critique ou des lecteurs. On pourrait mettre le polar français à l'honneur pendant 2 ans, puis ce serait le chic de l'exotisme, ce sera nos livres à nous. Mais ça, là, il faut prendre parti. On parle des étrangers, j'aime machin, j'aime pas bidule, ça porte pas à conséquence. On a l'impression un peu, quand il faut se mouiller, je sais pas, c'est les grands traits, parce qu'il y a toujours des lecteurs qui adorent ça. C'est vrai que là, Manchette et ses petits camarades ont initié quelque chose. Les lecteurs de polar qui adoraient ça, qui ne juraient que par les Américains dans la série noire, ont découvert qu'il y avait plein d'autres écrivains qui pouvaient le faire, d'abord des Français, puis le monde entier. Et justement, est-ce que les livres de Jean-Hugues Coppel franchissent la frontière? Est-ce qu'on les trouve en Suisse, par exemple? Est-ce qu'on les trouve en Belgique? On les trouve en pays francophones. Voilà. Ça oui, mais en pays non francophones... Il n'y a pas de traduction... La seule traduction juste en espagnol d'une boîte qui a fait faillite avant de publier le livre, et qui était l'éditeur de Manchette en espagnol. Ah d'accord. Comme quoi, pays anglo-saxons, ils considèrent qu'ils n'ont pas besoin de nous, donc ça, il n'y a pas de problème. C'est plus ennuyant sur l'Europe, parce qu'il y a du polar européen un peu partout, mais il y a ils traduisent de l'américain à tour de bras, et chez les autres, tout à coup, c'est assez frileux. Il y a les grands classiques, tu reçois les Simon, Vargas, enfin, les locomotives, forcément, ça fait partie du paysage, mais ils sont moins curieux que les éditeurs français. Parce que je dis, la grande gloire de François Guérif, mon éditeur à moi, a révélé plein de choses, est allé chercher des inédits de très grands auteurs américains, a fait un boulot sur le roman noir absolument phénoménal, il a été récompensé par ça, par les Américains. Oui, c'est comme Elroy, voilà. Etc. Mais nous, ce qui nous manquerait, il nous manque un Frank Guérif américain qui ferait la même chose avec le polar français, ou le polar européen en général. Ça, je ne sais pas si ça nous ferait du bien ou pas. Bon, on n'est pas malheureux, je ne sais pas comment je suis cadré, mais je ne suis pas... Alors justement, peine à voir, quel est le tirage moyen d'un livre de Jean-Hugues Coppel? C'est Secret Défense. Secret Défense, tout à fait. Donc on passe. Le tirage moyen de moi, non, moi je ne suis pas un gros vendeur, je tourne dans les premiers tirages. Parce que les tirages et mise en place, on ne va pas faire du truc. Sur le temps, mes titres qui marchent mieux vont taquiner les 10 000 exemplaires, mais sur le temps. Sinon, je suis plutôt entre 5 et 6 000. Par exemple, Piranha Matador, est-ce qu'il fait une deuxième carrière depuis... Non, il vit sa vie depuis le début, alors je sais plus... je suis pas un gros vendeur. Parce qu'il y a eu le premier tirage chez Gallimard. Oui, il y a les tirages, il y a ceux qui sont perdus, ceux qui sont mangés par les souris. Ouais. En fait, pourquoi tu quittais Gallimard pour aller... Parce que la série noire ne voulait plus de moi. Elle ne voulait plus, effectivement. Donc, voilà. je suis allé les proposer ailleurs. Voilà. Mais ça fait partie, je dirais, de la vie. Bien sûr, oui. Il se trouve que c'était lors d'un changement de direction de collection, ce qui est assez logique. Il y a des auteurs qui restent, des auteurs qui s'en vont. Et c'est là que Guérif est venu t'a contacté? Non, c'est moi qui l'ai dit. Au tout début, effectivement, il avait très peu de français, pour ne pas dire pas du tout. Mais pour une raison simple, c'est qu'il avait, au tout début, d'aller chercher des ouvrages inconnus. Par exemple, un très grand auteur polar américain qui s'appelle Jim Thompson, il découvre qu'il y a en France, je ne sais plus combien de livres non traduits. Donc il manque des ouvrages de cet auteur, il y a chez David Goudis et d'autres, il découvre qu'il y a plein de livres qui n'ont jamais été traduits en France, et il sait qu'il y a des amateurs pour ça. Donc il commence un peu comme ça, il va faire après les découvertes d'auteurs inédits aussi. Mais comme il dit, à l'époque où il lance Rivage, il dit, les auteurs français, ils sont à la série noire, il y a d'autres collections.
Et il a essayé un ou deux titres et les gens lui ont dit mais pourquoi vous faites la même chose que les autres? Au contraire, vous avez une spécificité. Et après, le paysage éditorial ayant changé, donc là il a commencé à accueillir tout le monde. Donc quand je me suis retrouvé à la rue avec quelques manuscrits, j'y suis allé voir, on ne sait jamais. Ouais. Et est-ce que c'est un directeur de collection pointilleux ou est-ce qu'il laisse à ses auteurs toute latitude? Est-ce qu'il intervient au niveau de la correction? Est-ce qu'il est très présent? Est-ce qu'il conseille? Est-ce qu'il donne des idées? Quels sont les rapports entre vous? Il faudra déterminer qu'est-ce que c'est pointilleux, pas pointilleux. C'est-à-dire au niveau de l'écriture, par exemple. Je dis toujours, sa grande force, il a un petit défaut quand même, de temps en temps, il a aussi ses partis pris, donc là ça chauffe. Mais par exemple, quand il dit non, c'est non. Ça, il y a 3 étapes. Le non, il faudra passer sur mon cadavre, ne pas réfléchir. Il y en a d'autres, oui, etc., des conseils, tiens, sur l'extérieur, mais il ne réécrit jamais à la place de l'auteur. C'est pas son boulot. Il y a des directeurs qui sont beaucoup plus interventionnistes. Moi, je dis sa grande force, c'est que c'est quelqu'un qui est capable de dire là, c'est pas terrible, ou là, il y a un coup de mou, mais c'est toi l'auteur. Et les moments où il dit là, le chapitre, je dis n'importe quoi, mais pour l'exemple, le chapitre 15, il faut le réécrire, ça ne va pas du tout. Mais sa grande force, c'est de dire le chapitre 15, moi je pense que tu peux faire mieux que ça, mais c'est pas un nom. Si tu veux le garder, c'est toi l'auteur qui assume. Et je trouve que ça c'est plutôt mieux que certains directeurs qui, à la limite, à force d'intervenir, finissent par réécrire le bouquin. Ou finissent par dire j'aime votre manuscrit, mais si le mais ça veut dire 3 mois de boulot pour tout réécrire, je ne comprends pas pourquoi vous avez aimé ce manuscrit. Ça m'est arrivé une fois en jeunesse. On prend, mais il faudrait faire quelques corrections. J'avais des traits à l'encre rouge quasiment tous les 3 mots. Je veux dire, c'est pas des corrections, ça. Dites-moi, j'aime pas ce manuscrit, c'est beaucoup. Et ça, je crois que c'est la grande force de François Gérif et de ce que devrait être un directeur de collection, c'est avoir ce recul-là, de dire c'est toi l'auteur, ça fait partie de toi, mais je pense que là, il y a. Regarde, je suis sûr que tu peux y arriver. Il y a d'autres moments, quand il dit là, ça va pas, c'est vrai, il a souvent raison, mais en même temps, on discute, on peut avancer des arguments. Le problème, c'est que ça ne va pas, souvent raison. Ça, des gens qui ont raison, ça veut dire. Voilà. Pour terminer, Jean-Hugues, quel est pour toi l'intérêt d'un salon comme celui du roman policier? Alors, ça dépend des spécialités locales. Gastronomique? Oui, des heures de train. L'intérêt, c'est rencontrer les gens. On va rencontrer déjà les organisateurs, parce que généralement, quand on nous invite, c'est qu'on nous aime bien. J'ai encore rarement vu des salons dire tiens, on va inviter. Qu'est-ce que vous avez lu qui était nul et qui vous fait chier? On va les inviter, on leur dit. C'est quand même assez rare. Et pareil, quand on rencontre les lecteurs, c'est plutôt les gens qui viennent vous serrer la cuillère en disant ah, enfin, je vous rencontre. Certains qui vous disent je vous connais pas, mais je connaissais votre voisin, tiens, qu'est-ce que vous faites? Il y a de temps en temps un lecteur qui vient décharger sa bite, me dire enfin, je vous rencontre pour vous dire tout le mal que je pense de vos livres. Et ça me fait penser un peu. Ce qui, après tout, est également intéressant. Qui est intéressant, moi qui me fait toujours bizarre, ça me fait penser à l'émission de Daniel Mermet à la radio sur France Inter. Quand j'écoute le répondeur qui la commence, je suis halluciné du nombre de gens qui haïssent Daniel Mermet et qui l'écoutent régulièrement. Qui téléphone me dit oui, encore cette émission là, c'est un scandale. Puis mon pauvre ami, personne ne vous force à l'écouter. Et c'est dément parce que il y a un paquet des vieilles dames aussi, c'est un peu collé-monté, dès qu'il fait des émissions un peu olé, c'est-à-dire c'est un scandale et une grande écoute. Mais madame, personne ne vous a forcé à écouter. Donc ça, c'est assez rarissime. Mais ça peut être un échange intéressant. Moi je crois que moi j'écris pour échanger, j'écris pour communiquer. C'est ce qui me fait vivre aussi, je sais. Je dis ça, mais sur le reste, les spécialités locales, on n'est pas les auteurs polars, on n'est pas. Donc il y a un petit coup à boire, mais c'est empêcher de fumer qui est le plus dur maintenant, parce qu'il y a beaucoup de fumeurs, ça fait connaître. Quand je vois les nouveaux qui me disent on va faire un salon, je dis t'auras du mal, 1 à ce qu'on boive pas, 2 à ce qu'on fume pas. Mais quand je dis quand on boit, on ne boit pas forcément du champagne. Non. Une petite pompe à bière. On a remarqué qu'effectivement vous aviez en fait des goûts relativement sains. Ah non, on sait se tenir parce que à la limite, on préfère à la limite que dire que les sous soient mis ailleurs pour faire venir plus d'auteurs, plus de shows. Voilà. On ne demande pas à dormir dans les palaces. Cela dit, on en parlait hier. Quand on nous offre le champagne et qu'on nous colle au Negresco, on n'est pas rien contre non plus. Bien, en tout cas, merci beaucoup Jean-Hugues d'être venu sur ce salon. Merci de ta disponibilité, de ton humour. Et c'est le 8e alors. On espère qu'on te reverra sur le salon, parce que tu as beaucoup d'activités, ton emploi du temps est très chargé, mais que tu trouveras le temps de revenir nous voir. Encore merci.
À vous aussi. Bonne lecture à tous.